nos têtes de liste vont arriver d'une minute à l'autre, donc soyez patients. Mais ils sont là, ils ont des conférences à gauche et à droite partout. Nous, on va se présenter entre-temps, on voulait être court, si jamais on doit meubler, on meublera, mais on n'a pas envie de parler pour rien. Donc mais moi, on a beaucoup de choses à dire, ceci dit. Alors on est novice en politique. Moi par exemple, je n'ai jamais fait de politique de ma vie. J'ai 66 ans, je suis grand-père, j'ai été indépendant toute ma vie. Et au fond, quand je vois l'offre publique et que je vois la gestion publique, je me suis dit, au lieu de rester dans ton canapé à râler, bah bouge ton derrière. Et je crois que ceux qui me connaissent savent qu'au fond, et Benoît qui me regarde le sait aussi, donc je remercie, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le bourgmestre qui est ici, Benoît Serex. J'ai voté toute ma vie MR, à part aux élections communales. Et, et maintenant que je me suis dit que je devais m'engager, parce que je trouvais qu'il fallait faire quelque chose, j'ai réfléchi et j'ai trouvé qu'au fond, le plus naturel, et surtout ce qui convient le mieux aujourd'hui, c'est justement un mouvement participatif comme les engagés. C'est un mouvement qui a une philosophie libérale, donc on va dire que sur le niveau économique, on est très très proche du MR. On est peut-être plus accentué sur les PME et les TPE que eux sur les grandes sociétés. Donc les PME, c'est les petites et les moyennes entreprises pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Et si je parle trop vite, vous me dites. Mais à côté de ça, on a un côté plus humain et surtout, moi ce qui m'intéressait en politique, c'est de dire aujourd'hui, on est à un moment, comme Yvan Koumoustrate aime le répéter, il vous le dira peut-être tout à l'heure, on est à un moment historique où il faut vraiment prendre des décisions. Et on ne peut prendre ces décisions que dans un parti qui a envie de travailler avec les autres, qui a envie de collaborer avec les autres. Pas dans des partis qui sont pour le clivage, qui protègent une petite clientèle plutôt qu'une autre, qui préfèrent l'invective au rassemblement. Voilà, c'est les raisons pour lesquelles je me suis lancé dans cette aventure et pourquoi j'ai rejoint les engagés. Alors je pourrais vous parler du fait que je considère que la politique doit être holistique, mais j'en aurai pour des heures et je vais laisser la parole à Christophe qui vient d'arriver. Bonjour Christophe. Et je vais plutôt maintenant laisser la parole à mes deux, Marie et Virginie, qui vont vous raconter pourquoi ils sont engagés, puis on laissera la place à Christophe. Est-ce qu'on peut prendre les questions après? Est-ce que ça vous va? Je me demandais juste ce que monsieur avait fait dans le civil, si je peux m'exprimer. Ah oui, Moi, c'est j'ai d'abord travaillé dans des grandes entreprises où j'étais cadre dirigeant pendant un certain nombre d'années, puis j'ai eu envie de créer ma boîte et j'étais entrepreneur dans la rénovation. Excusez-moi pour cette interruption. Non, mais c'est avec grand plaisir. Voilà, Virginie Van Lier. Donc bonjour à tous, merci à tous pour votre présence. Donc je suis Virginie Van Lier. Moi je suis une habitante de Woluwe depuis toujours. J'ai été à Materdy à l'école, ensuite mes enfants ont été à Materdy. J'étais présidente de l'association de Materdy. Je me suis fort impliquée dans les quartiers de Saint-Alix aussi, où nous avons créé Prenons le temps. Je me suis fort impliquée aussi à Stockel où j'ai eu un magasin pendant que je faisais mes études, parce que moi j'étais étudiante entrepreneur à l'époque. Et puis me voilà maintenant devant vous. Alors pourquoi est-ce que je suis devant vous aujourd'hui? C'est parce que d'abord je me suis impliquée partout où je suis passée. Pour moi c'est très important de s'impliquer et d'être vraiment un maillon d'une chaîne qui tisse du lien social entre les gens. Et puis parce que j'ai rencontré les politiques de différentes façons. Il y a des moments où j'ai été positivement surprise, il y a des moments où j'ai été déçue. Et donc j'ai pas mal râlé, un peu comme Benoît disait, j'ai pas mal râlé, j'ai pas mal critiqué. Et puis à un moment je me suis dit, mais en fait Virginie, si tu veux critiquer de façon positive, il faut t'impliquer et il faut aller mouiller ta chemise. Et donc me voilà devant vous aujourd'hui. Donc moi je suis issue de la société civile, j'ai 14 ans d'Actiris derrière moi. Est-ce que tout le monde connaît Actiris, qui s'occupe de l'emploi à Bruxelles? Donc je connais bien les réalités bruxelloises. Je dis souvent que quand je suis arrivée chez Actiris, je ne connaissais que le petit monde de Woluwe. Quand je suis arrivée chez Actiris, j'ai rencontré Bruxelles, réellement, avec toute sa diversité, avec différents quartiers dans lesquels je n'avais jamais mis un pied. Et j'ai rencontré avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, beaucoup de questions aussi, cette diversité qui nous questionne ici, chez les engagés. Lorsque Christophe est venu me chercher, lorsque Benoît est venu me chercher, ma première réaction a été de dire non. Non, parce que s'engager aujourd'hui en politique, c'est beaucoup de visibilité, c'est essuyer des critiques,
c'est décider d'afficher un choix politique et électoral. Et donc ça a été vraiment une vraie réflexion. Et puis ils ont insisté, et je me suis dit, c'est intéressant. J'avais participé, pendant le Covid, j'ai créé un gros mouvement citoyen qui s'appelle Trace ton cercle. J'avais eu l'occasion de participer, en tant que présidente de ce mouvement citoyen, à quelques réunions qui avaient été organisées par les engagés lorsqu'ils se sont remis en question. Et donc j'avais rencontré ce nouveau mouvement à travers cette disposition, la disposition participative dont parlait tout de suite Benoît. Quand Benoît et Christophe sont venus me chercher, je me suis dit, reprends le manifeste auquel j'avais en partie participé et lis-le. J'ai ensuite lu les 111 propositions qui ont été émises par les engagés dans le cadre de ces élections, je vais y arriver, de ces élections. Et en fait, je me suis dit, mais c'est la société dans laquelle j'ai envie de vivre et dans laquelle j'ai envie que mes enfants vivent. Et je me suis dit, fonce. Alors je dis toujours, c'est le bon moment, mais pas tout à fait le bon timing, parce que j'ai repris une année d'études et que j'ai terminé mon dernier examen hier. Donc c'est un peu chaud au niveau du timing, aussi Benoît. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant de faire partie de ce mouvement. C'est un mouvement qui est hyper collaboratif. On a d'ailleurs une autre candidate qui est là, qui est Marissa. On travaille vraiment ensemble. Et le but, c'est vraiment de porter un projet de société plus encore qu'un projet politique. Pour moi, ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est un projet de société. Et je suis très fière d'être un des maillons de ce projet. À Bruxelles, on est 72 à être sur la liste. Donc je suis une parmi 72. On est 4 présents, plus évidemment notre tête de liste aujourd'hui, et plus Yvan qui est arrivé entre-temps et qui est notre représentant à l'Europe. Mais donc voilà, nous ne sommes que des maillons, nous avons envie de faire bouger les choses. Le logo, le slogan des engagés, c'est le courage de changer. Et si nous sommes devant vous aujourd'hui, c'est parce que nous avons décidé d'avoir ce courage de changer. Bravo. Je laisse la parole à Marie. Merci à tous d'être là. Je serai assez brève, je vais juste me présenter, vous dire un peu pourquoi je suis arrivée jusque-là aujourd'hui. Donc moi c'est Marie Creusmans, j'habite le quartier, j'habite avenue Parmentier depuis plus de 20 ans maintenant et j'avais habité au lieu Saint-Lambert toute mon enfance. Je suis mariée, j'ai 4 enfants qui sont jeunes adultes, entre 17 et 23 ans, ce qui a été en lien avec mon engagement aujourd'hui. Je vous l'expliquerai dans 2 minutes. Je suis avocate, je suis associée dans un cabinet de taille familiale ici à Auluet-Saint-Lambert. Enfin, je dis ici pour les 2 Auluet, pour moi c'est un peu mon univers. Et donc voilà, je travaille comme avocate en droit civil et commercial et je fais essentiellement droit immobilier, ce qui veut dire aussi droit du logement, ce qui est un deuxième facteur qui m'a amené à me lancer dans cette campagne. Alors la politique, c'est une histoire de famille, on va dire, puisque mes parents étaient très investis à Auluet-Saint-Lambert, à la fois dans la politique et dans le monde associatif. J'ai suivi ça d'assez près jusqu'au moment où j'ai eu mes enfants et mon boulot qui ont quand même occupé mon temps plus que temps plein. Donc j'ai un peu pris mes distances et par ailleurs, historiquement, on était attachés au PSC et j'ai jamais retrouvé dans le CDH ce que je voulais comme vision de la société, pour diverses raisons. Et puis, comment la politique est revenue à moi, ou comment je suis revenue à la politique, c'est en 2018, grâce à l'appel de Damien Kayser, qui est là et que je remercie, qui est venu me chercher le jour de mon anniversaire en me disant « j'ai quelque chose pour toi ». J'ai dit « écoute, si c'est une place sur ta liste, je pense pas ». Et puis en fait, si, ça me faisait fort plaisir qu'on me le demande, et 2, ça a réveillé un grand intérêt que j'avais et que j'avais laissé de côté. Pour les raisons que je vous ai expliquées, sans compter que quand les enfants étaient à l'école, j'étais comme Virginie, investie dans toutes les histoires de l'école, le comité de parents, j'étais investie à la paroisse comme catéchiste, enfin, je crois que j'ai vraiment envie de bouger pour la société qui est autour de moi. Le niveau local me paraissait vraiment intéressant, parce que j'aime bien rencontrer les gens et j'aime connaître les gens avec qui je vis au sens large. Et ça, c'est très, très sympa quand on s'engage dans la campagne au communal. Ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir et j'ai eu la chance d'être élue. Je suis aujourd'hui conseillère communale et de police à Auluet-Saint-Pierre, où par ailleurs je suis aussi
administrateur délégué du centre culturel. Voilà, ça c'est mon retour à la politique en 2018. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Mais je n'étais pas engagée. C'est-à-dire que j'étais restée indépendante parce que, comme je vous l'ai dit, je ne m'y retrouvais pas. Christophe est venu me proposer à la fin de l'année dernière de m'intéresser un peu aux engagés, à ce mouvement que j'avais regardé comme probablement vous, se transformer sans... je n'étais pas encore rentrée vraiment dans leur programme et leurs idées. À sa demande, je l'ai fait. J'ai lu, comme Virginie, une partie du manifeste pour comprendre un peu ce qu'ils veulent. Et je me suis dit, ça y est, je retrouve là, comme tu l'as dit, la vision de la société dans laquelle je veux m'inscrire et dans laquelle j'ai envie de faire des choses et de bouger. Pourquoi? Pour faire simple, parce qu'eux vous parleront plus en détail du programme. Parce que je trouve qu'ils proposent des réponses assez ambitieuses et fortes à la problématique vraiment socio-économique de Bruxelles, avec toujours l'humain au centre des préoccupations. C'est-à-dire que quand on prend des mesures fortes et un peu dures, comme par exemple, il en parlera, Christophe, je pense, en parlera de mettre fin au chômage illimité dans le temps, mais il y a toujours un filet de sécurité. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les gens à la rue ou au CPAS, on leur propose un emploi. Donc je trouve qu'il y a un équilibre et il y a aussi une nuance. On l'a vu dans l'histoire du décret paysage, qui vous aurez probablement suivi dans la presse. Quand la droite tire à droite, quand la gauche tire à gauche, on a besoin d'un parti de la nuance. Et c'est un choix d'être centriste, c'est pas par dépit, c'est pas parce qu'on n'est pas convaincu par une thématique ou par une vision ou par une autre, c'est parce qu'on pense que l'équilibre se trouve au milieu, avec probablement aujourd'hui un virage un tout petit peu à droite, mais on reste volontairement centriste pour cette raison-là. Alors quels sont les deux facteurs qui m'ont donné l'envie, au-delà de rejoindre les engagés, de me lancer maintenant? C'est d'abord parce que dans mon métier d'avocate en droit du logement, je vais un peu partout dans les justices de paix et je vous assure que la précarité à Bruxelles, c'est un phénomène qui fait un peu tache d'huile dans des franges de la population où on ne l'attendait pas nécessairement. Je pense que le Covid a été un facteur aggravant de cette situation. Donc moi, je vois des gens qui, au départ, ont un statut relativement stable, un emploi, parfois 2 emplois, qui n'arrivent plus. On n'arrive plus à payer un loyer, on n'arrive plus à retrouver un logement, payer sa garantie locative, c'est devenu mission impossible. Et ça, je trouve que c'est extrêmement préoccupant, sans compter le sans-abrisme et tout ce qui s'ensuit. Et donc ça, c'est une chose. Et puis je vois mes enfants qui traversent les questions de choix d'études, d'orientation. Je vois à quel point c'est difficile de suivre ce parcours. Et eux ont la chance, je pense, sans vouloir me lancer des fleurs, mais d'avoir un père et une mère qui sont là. On est très présents, tous les deux on travaille et je crois qu'on les accompagne on est très présents. Et je me dis, pour tous ceux qui n'ont pas cette chance d'être encadrés, pour des enfants qui ont des parents qui n'ont pas travaillé parce qu'ils n'ont pas pu, pas trouvé, etc., je pense que ça doit être extrêmement difficile. Et donc, voilà, moi, les thématiques qui m'importent, c'est l'emploi et l'orientation, la formation des jeunes, surtout. Et puis, bon, je pense qu'il faut redresser Bruxelles, qui a été malmenée ces dernières années. Et je vais peut-être laisser Christophe vous expliquer la situation à Bruxelles et le programme des engagés pour y répondre. Parce que je pense que c'est un programme qui tient la route, parce qu'il est chiffré dans le temps, avec des objectifs clairs. Et je cède la parole à Christophe. J'ai juste promis de dire, je sais qu'il y en a parmi vous qui doivent quitter parce qu'ils doivent soit aller étudier, soit qu'ils ont d'autres rendez-vous. Et donc n'hésitez pas, si vous devez nous quitter, à vous lever discrètement et à partir. Donc pour rappel, vous avez la possibilité de voter pour plusieurs candidats au sein d'une même liste. Et donc vous pouvez voter pour Christophe qui est numéro 1, pour Marie qui est numéro 12, pour moi-même qui suis numéro 14, il faut retenir tout ça, hein. Pour mémoire. Oui, mais ils ne vont pas venir jusqu'ici pour venir les chercher s'ils doivent partir. Pour Benoît qui est numéro 25 et pour Marissa, tu dois me rappeler ton numéro 40, qui est 40e. Donc voilà, un tout grand merci. On est évidemment là après tous les trois, donc Christophe va prendre la parole, ensuite Yvan va prendre la parole. Vous aurez l'occasion de leur poser vos questions et nous sommes là aussi après pour vous parler de façon plus informelle de notre thématique, pour pouvoir évidemment répondre à toutes vos questions. Qu'on fera autour d'un verre. Absolument. Et d'un bol de chips. Si vous voulez vous asseoir, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a 5 places là-dedans. Voilà, bonjour à toutes et à tous et merci à vous trois d'avoir organisé ça, parce que je sais que la période est intense.
Mais c'est important pour nous d'aller au contact à votre contact et de pouvoir expliquer ce qu'on fait. Donc moi je m'appelle Christophe de Beukelaar, je suis tête de liste pour les élections régionales ici à Bruxelles. Député depuis 2019 au Parlement régional et avant ça, échevin ici à Woluwe-Saint-Pierre avec Benoît et Damien au collège. Et donc quand je suis devenu député, j'avais annoncé que je ne resterais pas échevin, comme j'ai toujours lutté contre le cumul des mandats, et donc je me suis aussi appliqué à moi-même. Et donc voilà, je suis échevin. Et à côté de ça, j'ai un pied dans le monde de l'entrepreneuriat. J'avais une petite entreprise qui livrait des fruits en entreprise à Bruxelles que j'ai revendue en 2019. Et maintenant, une entreprise dans l'organisation, dans l'éducation financière, autour de tout ce qui touche à la finance digitale. Bref, un sujet bien particulier dont je vous parle avec plaisir, si vous voulez, après en aparté. Alors, peut-être un petit mot sur les engagés quand même, parce que comme c'est quand même un nouveau mouvement politique, je pense que c'est important de sentir que les engagés, c'est avant tout une nouvelle posture politique, une autre manière de faire la politique. Et la première preuve de ça, c'est d'abord un lien bien ancré avec la société civile. Nous, on a toujours, et c'est d'ailleurs Benoît qui m'avait inculqué ça quand j'étais échevin, jeune échevin en 2013, il m'avait dit « Bon Christophe, ok, tu te mets dans ta fonction, mais tu ne vas pas faire que l'échevinat. Il faut que tu aies quelque chose à côté, un métier à côté. Tu es trop jeune pour faire que de la politique. » Et depuis lors, ça a vraiment émergé dans mon esprit, et c'est au cœur des engagés, c'est de se dire qu'en fait, la politique, ça va être un engagement, quelque chose qu'on fait une partie de son temps, ou une partie du temps de sa carrière, mais on doit avoir une vie à côté, un monde professionnel à côté, un engagement à côté. Et donc, c'est vraiment ce qui se passe. Une tête de liste sur deux, chez les engagés, ce sont des gens qui sont issus de la société civile. Vous avez un exemple là avec Yvan Brousselat qui vous racontera son parcours après, mais donc c'est un entrepreneur qui a décidé maintenant de donner une partie de son temps à la politique. Mais donc une tête de liste sur deux, vous connaissez les Vincent Blondel, les Yves Copiters, etc. qui nous ont rejoints, c'est des gens avec une vraie expérience, un vrai bagage professionnel et de terrain, et qui viennent et qui demain seront dans les parlements, seront dans les gouvernements. Donc évidemment que la politique, elle va être différente quand vous avez des personnes comme ça qui viennent avec un regard tout à fait extérieur à la politique, au cœur du système. Et donc, voilà, ça c'est déjà un changement de posture. Et puis, l'autre changement de posture, c'est qu'on a vraiment voulu, et on l'a mis dans le slogan, c'est les engager, un mouvement positif. On essaye de faire la politique de manière constructive, positive, et je pense que ça tranche avec ce qu'on entend en général dans les médias, avec les attaques et le clivage permanent. Nous, on essaye de rassembler. Ça fait de nous un mouvement centriste qui essaye pas de défendre une partie de la population contre une autre partie, les intérêts de quelques-uns. C'est pas ça notre point de vue sur la société. Nous, notre point de vue politique, c'est d'essayer de faire un projet qui convient au maximum de monde, d'essayer de défendre le bien commun, l'équilibre entre toutes les forces dans la société. Ça, c'est une toute autre posture politique. Et alors, dernier élément de cette nouvelle posture politique, c'est le concret. C'est que nous, on pense qu'on a évidemment un programme de 700 pages qui vous dit sur tous les sujets possibles, imaginables, notre position, et qu'on va augmenter ceci, qu'on va soutenir cela, etc. Mais on estime que ce n'est pas suffisant. Et Yvan a amené cette dynamique dans le mouvement il y a un an en disant en fait, on doit aussi traduire nos programmes dans des plans d'action. Et c'est ce qu'on a fait sur toute une série de sujets. Et moi, je vais vous parler plus précisément du plan d'action pour Bruxelles, parce qu'on a traduit notre programme politique en un plan à 10 ans pour relever Bruxelles, du très concret. Dans ce plan, vous trouvez des chiffres, des objectifs chiffrés, étalés dans le temps. Et tout ça est disponible sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. Donc, il n'y a pas de surprise. Demain, si on arrive au gouvernement régional bruxellois, vous savez ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'on va défendre. Et ce n'est pas la même chose que de dire « Ah ben il faut diminuer le chômage à Bruxelles » que de dire comme nous « Eh bien, nous on veut en 10 ans diminuer par 2 le chômage à Bruxelles. » Parce que ça vous met en ordre de marche pour mettre des méthodes en place pour arriver à cet objectif. Si vous dites simplement « ce serait bien diminuer le chômage », on continue un petit peu comme avant à faire un peu plus de ceci ou de cela. Si vous êtes obligé, vous êtes engagé à diminuer par 2, ça vous met dans une autre posture par rapport aux politiques que vous allez mettre en œuvre. Il faut être beaucoup plus ambitieux. Et donc, dans ce plan à 10 ans aussi, ça c'est aussi un changement de posture, c'est qu'on ne regarde pas le bout de la législature. On dit non, en fait, Bruxelles est dans un tel état qu'il va falloir 10 ans pour arriver à des vrais résultats. Et donc, notre objectif et notre vision politique, elle s'étale sur 10 ans. Et donc, qu'est-ce que vous trouvez dans ce plan? Je vais essayer de ne pas être trop long parce qu'il est disponible en ligne, et puis si vous avez des questions, on pourra rentrer dans le cœur des sujets. Il y a d'abord un premier levier économique.
on ne va pas réussir à relever Bruxelles sans une économie qui fonctionne et sans une économie qui génère des revenus à l'État et à la population. Et cette économie, il y a un grand point noir aujourd'hui, c'est le chômage des jeunes. 25% des jeunes de moins de 30 ans sont au chômage à Bruxelles. C'est tout à fait gigantesque. Et c'est évidemment très inquiétant pour la suite, parce que quand vous avez des jeunes qui commencent avec un certain nombre d'années au chômage, c'est évidemment inquiétant de savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir se réinsérer sur le marché de l'emploi à l'avenir. Et donc on a là, notre plan, il se décline en 4 volets dans ce premier pilier. D'abord un volet accompagnement, où on propose une réforme profonde d'Actiris. Actiris, vous connaissez peut-être, c'est l'organe qui accompagne les demandeurs d'emploi à Bruxelles, qui coûte 800 millions d'euros par an aux contribuables bruxellois, sur un budget de 7-8 milliards d'euros, ça fait quand même déjà une bonne partie, avec des résultats qui ne sont pas satisfaisants, vu ce que je viens de vous dire. Et donc on propose vraiment de réformer Actiris, et je vous donne un exemple chiffré, par exemple, un objectif qu'on se met. Quand vous vous inscrivez chez Actiris, si vous ne prenez pas vous-même contact proactivement avec votre conseiller, eh bien Actiris vous contacte en moyenne après 9 mois. En 9 mois, un jeune a évidemment bien l'occasion de s'éloigner du marché de l'emploi. Donc nous, on veut ramener ce délai à 1 mois en moyenne d'ici la fin de la législature. Ça va changer l'accompagnement. Et puis on demande aux agents d'Actiris, pas juste de convoquer le demandeur d'emploi au 25e étage de la tour Actiris pour demander qu'il prouve bien que la personne a postulé 3 fois dans 3 entreprises différentes dans les 10 jours qui ont précédé. On voit bien que ce n'est pas comme ça qu'on va motiver un jeune à chercher de l'emploi. Non, on demande aux agents d'Actiris de descendre sur le terrain, d'aller dans les maisons de quartier, avec les éducateurs de rue, dans les maisons de jeunes, à la rencontre des jeunes là où ils sont, pour se rendre compte de leur réalité et les emmener dans un trajet de réinsertion et de formation. Deuxième volet, la formation. Très important, l'apprentissage des langues. Beaucoup de Bruxellois ne parlent même pas encore une première langue nationale. Donc là, il faut renforcer le parcours d'intégration pour que les migrants qui arrivent chez nous apprennent évidemment une langue. Et pour ceux qui maîtrisent une langue, l'apprentissage d'une deuxième langue, avec la multiplication des écoles bilingues à Bruxelles et en immersion. C'est toute la formation aussi en alternance. On a trop peu d'apprenants qui sortent de la formation professionnelle avec une expérience en alternance. Et ça marche très bien en France, ça marche très bien en Suisse. C'est des modèles qu'on veut reprendre pour que toutes les études qui sont financées par le public aient une partie de pratique dans les études. Ça permet directement de trouver un emploi plus facilement. C'est évidemment tous les métiers du digital. Moi, c'est mon grand domaine, hein, les métiers du digital. Et bien, là aussi, on doit changer notre approche. Ce n'est pas le public qui doit créer les formations dans le digital, parce qu'on est tout le temps dépassé par la réalité de terrain et par les entreprises, parce que le digital avance très vite. Mais c'est des formations qu'on doit co-construire, public et privé, ensemble, pour que les formations amènent vraiment à l'emploi. C'est la fiscalité. Il faut baisser les charges sur le travail si on veut parce qu'aujourd'hui, un chômeur qui fait un peu de blague à côté, eh bien, il gagne mieux que quelqu'un qui travaille. Et donc ça, c'est pas possible. Évidemment, c'est impossible alors de réduire le chômage. Et donc, il faut une vraie grande réforme fiscale qui diminue fortement les charges sur le travail. Et là aussi, ce n'est pas des paroles en l'air. Allez sur notre site. Hein. Notre site, le site de campagne, c'est lecouragedechanger.be. C'est notre slogan de campagne, le courage de changer. Eh bien là, le plan fiscalité, où on explique comment est-ce qu'on va baisser les charges sur le travail et comment on va le financer, eh bien, tout est chiffré, milliard par milliard, donc il n'y a pas de surprise non plus. Et ce plan a été validé par les grands économistes qui ne disent pas qu'on doit voter pour celui-là, mais qui disent que la méthode de calcul est juste et tient la route. Baisser les charges sur le travail, et puis évidemment responsabilité, Marie l'a dit, on est encore un des seuls pays avec un chômage illimité dans le temps, ça n'a plus de sens, et nous on veut limiter le chômage dans le temps, ça nous distingue de la gauche, mais ça nous distingue aussi de la droite, parce qu'après les 2 ans, quand vous avez essayé de trouver un emploi sur le marché privé et que vous n'en trouvez pas, c'est pas la rue ou le CPS comme vous le propose la droite, non, nous on dit c'est le rôle de l'État à ce moment-là, de vous proposer un travail dans le public, quitte à ce que vous continuez à toucher une allocation, autant que la personne contribue à la société, trouve une utilité dans notre environnement. Et donc, c'est comme ça qu'on construit le modèle pour qu'il tienne la route. Donc, un premier pilier axé sur l'emploi, axé sur la création d'emplois aussi, soutien aux entrepreneurs. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce que sinon ça nous mènera trop loin, mais ça, c'est un premier pilier. Et le deuxième pilier, c'est la gestion de la ville. Et la gestion de la ville, ça va commencer d'abord par simplifier toutes nos structures. Bruxelles est devenue beaucoup trop complexe. Trop d'hommes et de femmes politiques, trop de structures et d'administrations. J'ai moi-même beaucoup travaillé sur ce sujet-là ces 5 dernières années. Bruxelles compte plus de 670 administrations publiques. C'est beaucoup trop. Et donc, on doit absolument simplifier ce micmac institutionnel dans lequel plus personne ne se retrouve et qui fait que quand vous cherchez un permis d'urbanisme à Bruxelles, par exemple, vous avez besoin d'un permis d'urbanisme, ça met 3 à 4 fois plus de temps que dans toutes les autres régions et dans toutes les autres grandes villes européennes. Donc c'est pas normal que chez nous ça mette autant de temps. Il n'y a aucune raison
rationnel. C'est une trop grande structure, une trop grande complexité de nos structures. Et ça, c'est nécessaire aussi. Pourquoi? Parce qu'il va falloir trouver de l'argent. Le budget bruxellois, la dette bruxelloise est passée de 4 milliards en 2019 à 12 milliards aujourd'hui, fois 3 en une seule législature en 5 ans. Alors évidemment, il y a eu le Covid, évidemment, il y a eu la guerre en Ukraine avec la crise énergétique, mais c'est pas moi, c'est la Cour des comptes qui dit que ce n'est pas ça qui crée le déficit structurel qui s'est installé maintenant. Il y a un déficit structurel qui s'est installé parce que l'État dépense trop en dépenses courantes par rapport à ses revenus. Et donc, nous, on a aussi, très clairement, dans ce plan à 10 ans pour Bruxelles, chiffré comment on va retrouver 1,5 milliard d'euros chaque année pour boucler le budget bruxellois. J'ai fait un article dans la Libre cette semaine où le titre c'était, c'était une expression que je disais, ne laissez personne vous parler politique d'ici au 9 juin sans qu'il vous explique comment est-ce qu'il va trouver 1,5 milliard d'euros chaque année dans le budget bruxellois. Eh bien, dans notre plan, on explique point par point où on va chercher cet argent. Et c'est très limpide. De nouveau, je pourrais aller dans le détail, mais ça nous mènerait trop loin. Et donc, un premier volet, et donc dans ce volet aussi, gestion urbaine, gestion de la ville, bien sûr, la dette, la simplification des structures, la lutte contre le réchauffement climatique, au cœur de notre projet, s'il y a bien quelque chose qui différencie le CDH des engagés, c'est qu'on a vraiment pris à bras le corps ce qu'on a appelé la régénération du vivant, qui est au cœur de notre projet politique. De manière pragmatique. Et qu'est-ce qu'on peut faire de manière pragmatique à Bruxelles pour lutter contre le réchauffement climatique? C'est isoler le bâti. C'est la plus grande source d'émissions CO2 dans notre région. Eh bien, on a un plan très concret et qu'on a déposé au Parlement, qui a été refusé par la majorité aujourd'hui, mais qu'on va redéposer ou qu'on défendra au sein d'un gouvernement dès le 9 juin, pour isoler le bâti de manière structurée, quartier par quartier, copropriété par copropriété, en sortant de ce système de primes qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, les primes ont fortement augmenté, mais le taux de rénovation n'a pas beaucoup augmenté. Donc c'est un très mauvais bilan pour Alain Marron, comme ministre de l'isolation du bâti. Et pour cause, quand vous touchez une prime 1 an ou 2 ans après avoir fait les travaux chez vous, ça vous montre bien que ce n'est pas la prime qui a été l'élément déclencheur de faire le travaux. Et donc on veut complètement shifter la politique vers une politique de tiers investisseurs qui va, à notre avis, fonctionner beaucoup mieux et qui va permettre de tripler le taux de rénovation à Bruxelles, ce qu'il faut pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Voilà, sécurité évidemment aussi dans la gestion de la ville, très important. On a vu une sécurité qui s'est très fortement dégradée ces dernières années, et je peux vous dire que depuis 4 ans, vous pouvez aller voir sur le site web du Parlement, on n'a pas arrêté d'interpeller le ministre Vervoort, le ministre-président, sur cette question, avec une totale inconscience du problème en face de nous. Il n'y avait vraiment aucun leadership politique sur la question de la sécurité. Et donc, dans notre plan, on dit combien de policiers on a besoin, on dit comment est-ce qu'on veut engager ces policiers et où les mettre dans une police de proximité. Et on montre comment on doit travailler beaucoup plus sur la prévention avec les agents de prévention qui ont aussi été définancés par ce gouvernement pour éviter les dérapages qu'on connaît aujourd'hui. Voilà un peu quelques éléments de notre programme. Évidemment, il y en a d'autres. On pourrait parler mobilité, on pourrait parler enseignement, santé, etc. Mais je ne sais pas tout aborder. Peut-être terminer par vous dire que ce qui marque aussi les engagés, c'est que pour nous, je pense qu'on a un programme très fort sur l'économique. Même meilleur que le MR. Moi, on dit toujours avec Yvan, nous, on ne parle pas d'entrepreneuriat, on est des entrepreneurs. Et donc, on sait ce que c'est engager, on sait ce que c'est créer l'emploi, on sait comment ça fonctionne. Et donc, on a des propositions très pertinentes. Mais l'économie pour l'économie, nous, ça ne nous intéresse pas. C'est comme le climat. On a un projet très fort sur le climat. On a déposé un plan climat aussi, validé par des experts pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais le climat pour le climat tout seul, ça ne nous intéresse pas. Pour nous, l'économie et le climat, ce sont des leviers pour nourrir le vrai projet de société qui vaut la peine d'être vécu, et c'est ce qui fait de nous des êtres humains. C'est notre santé, c'est notre éducation, c'est nos libertés, notre quête de sens, notre cohésion sociale. Notre cohésion sociale à Bruxelles, et je terminerai peut-être par là. Qu'est-ce qu'on va faire pour la cohésion sociale à Bruxelles? On est assis sur une bombe sociale, avec des replis identitaires et communautaires de plus en plus forts. Et donc là, on a 2 volets. D'abord, un volet d'intégration, d'insertion. Il faut un parcours d'intégration beaucoup plus solide, avec un élément sur la langue, évidemment. Tout le monde doit parler une langue nationale en sortant de ce parcours d'intégration, mais aussi avec un partage d'un socle commun de valeurs et d'habitudes culturelles. Et donc ça doit rentrer dans ce parcours d'intégration. Et puis, une petite mesure iconoclaste, mais que vous ne trouvez dans aucun autre parti et qui, je pense, nous identifie aussi quand même dans notre approche, c'est ce qu'on a appelé l'Erasmus. Vous connaissez l'Erasmus, qui est aller faire un échange dans une autre université ou haute école en Europe.
Eh bien, nous, ce qu'on propose, c'est l'Irismus dans l'école secondaire, où on va proposer à chaque élève d'aller faire une expérience d'1 mois dans une autre école de Bruxelles, dans un autre quartier de Bruxelles, pour apprendre à connaître d'autres réalités, une autre manière de donner cours, d'autres habitudes, et à la limite se faire des amis dans d'autres quartiers avec des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés s'ils n'étaient pas rentrés dans ce programme. Au début, moi, je voulais faire ça obligatoire, 6 mois pour tous les élèves de secondaire. Bon, heureusement, on est dans un parti, on discute, et on s'est mis d'accord sur d'abord un projet pilote où on propose à tous les élèves un échange d'1 mois volontaire, et puis on voit comment ça marche. Ça pose aussi toute une question pratiques, évidemment, auxquelles on n'a déjà réfléchi, et on va essayer de généraliser ça avec le temps. Voilà quelques éléments de notre programme politique au niveau bruxellois, mais Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Voilà, et donc je passe la parole à Yvan pour la suite. Avant juste de céder la parole à Yvan, je voudrais vous dire que nous avons une liste qui se présente au fédéral. La tête de liste est Elisabeth De Gries. Je vous engage à voter pour elle et à voter pour les membres de son équipe. C'est une femme de valeur, c'est une femme qui porte le projet des engagés, comme vous voyez que tous ici nous le portons, et donc vous pouvez lui faire confiance. Elle portera les valeurs, elle portera les projets et elle portera votre voix au niveau du fédéral. Je cède maintenant la parole à Yvan, qui va nous parler du niveau européen. Elisabeth n'a en fait qu'un défaut, c'est qu'elle n'habite pas au Saint-Pierre. En même temps, on ne pouvait pas avoir que des têtes de liste au Saint-Pierre, même si Benoît a une pépinière de jeunes et il a toujours eu ce talent d'arriver à les convaincre. Parce que c'est vrai que moi, je dis toujours que je suis nouveau en politique, c'est vrai et pas vrai. J'ai fait déjà un tout petit peu de politique quand j'avais 18 ans, plus jeune conseiller communal de Belgique, dans cette belle commune de Woluwe. J'avais rencontré Benoît qui m'a dit si tu es passionné par la politique, viens voir ce que ça va faire. Et c'est vrai que j'avais fait campagne il y a déjà 30 ans pour devenir conseiller communal. Et j'ai trouvé ça extraordinairement intéressant. Et je me suis aussi en même temps rendu compte que je n'étais pas prêt humainement. Je n'étais pas prêt comme homme, je n'avais pas les compétences humaines, je n'avais pas les compétences d'indépendance, je n'avais pas le savoir-faire, le savoir-être, que pour être déjà prêt à m'insérer dans un trajet politique, parce qu'il faut savoir qu'un trajet politique, c'est pas quelque chose de facile. Ça semble peut-être simple, et peut-être qu'on se dit les politiques sont tous des pourris, mais je vous jure qu'il faut être bien ancré. Je pense qu'il faut être bien ancré. D'ailleurs, c'est une des mesures moi, qui m'a interpellé quand je me suis reposé la question politique au niveau des engagés, c'est de se dire que ça ne devait pas être une carrière. C'est que c'est important de pouvoir, comme le disait Christophe tout à l'heure, avoir un pied dans la vie réelle, rester indépendant de la politique, parce que si on n'est pas indépendant, à un moment donné, ça devient une fin. Or, la fin n'est pas la politique, la fin est d'être utile, et de voir comment être utile, c'est de penser plutôt aux prochaines générations qu'aux prochaines élections, comme le dit parfois Maxime, et je pense que ça, c'est plus facile si on en est fondamentalement indépendant, et si on peut rester en cohérence avec ce qu'on est. Et puis apporter son bagage. Je pense que c'est intéressant d'avoir des plus jeunes, mais aussi des plus vieux. Donc à l'époque, quand j'avais 18 ans, je disais évidemment la politique a besoin de jeunes. Un jeune a besoin de vous. Maintenant que j'en ai un petit peu plus, je dis la politique a besoin de gens qui ont de l'expérience. Et donc ils ont besoin de vous. Voilà où je me trouve aujourd'hui, évidemment. Mais tout ça, une cohérence, parce que vous le savez aussi, dans une équipe de foot, il faut des jeunes qui sortent de l'académie, puis il faut des joueurs qui ont plus de bouteilles, plus de cap pour pouvoir trouver le juste équilibre. Et c'est ça qu'on a essayé de faire au niveau des engagés. La seule question, le seul engagement que j'ai demandé à Maxime quand j'ai rejoint les engagés, c'était la promesse que 50% des gens viendraient de la société civile, les têtes de liste viendraient de la société civile. Il a tenu sa promesse, donc nous on va essayer d'être à la hauteur de la nôtre, et la seule chose qu'il m'a demandé c'est d'y aller à fond et de me donner à fond, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors quand même 2-3 mots sur le programme, en même temps je me rends compte que c'est long d'avoir tout le monde qui se succède ici, donc je vais être assez rapide, et puis je resterai un petit peu pour discuter avec les uns et les autres sur des questions plus spécifiques, parce que l'Europe, c'est super large. Je voudrais juste que vous reteniez peut-être 3 choses de mon intervention. Si déjà vous arriviez à retenir 3 mots de mon intervention, ça sera pas mal. Le premier mot, c'est juste échange, je vais y revenir. Le deuxième mot, comment est-ce que je vais l'exprimer, je dirais autonomie. Donc juste échange, autonomie. Et le troisième mot, c'est plan d'investissement. Okay, juste échange, autonomie, plan d'investissement. Juste échange, ça veut dire quoi? C'est que ma conviction profonde, parce que moi je me suis engagé en politique parce que j'ai des enfants, 3 enfants, 22, 19 et 15 ans, et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on pouvait structurellement essayer d'améliorer les choses? Pourquoi est-ce qu'on avait l'impression d'être enfermé comme ça dans ce système, cette dynamique de crise en crise, et qu'il n'est pas possible, comme s'il n'était pas possible de s'en sortir?
qu'est-ce qui fait dans le système que cela ne fonctionne pas? Alors je pense donne souvent cette image-là, la différence entre la psychologie individuelle et la psychologie systémique, travailler sur le système. En entreprise, ça donne quoi? Ça donne souvent, dit Christophe, tu devrais prendre plus d'initiatives. Je pense que ça serait vraiment important que tu viennes avec plus d'idées. Mais si Christophe, il a des idées, et que le patron, chaque fois que Christophe, il a une idée, il le casse complètement, vous vous rendez bien compte qu'on aura beau lui dire qu'il doit prendre des idées, le système ne lui permet pas de prendre des idées. Et aujourd'hui, le système n'encourage pas ou ne récompense pas ceux qui sont vertueux d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social. En fait, ils perdent. Ceux qui sont les plus vertueux perdent. Et tant que le système fait perdre ceux qui sont les plus vertueux, ben Christophe ne prendra pas d'initiative dans l'entreprise, ne fera pas avancer avec tout le talent qu'il a. Et donc le culpabiliser, lui, alors qu'il est dans un système foireux, cela n'a pas de sens pour Christophe, prendre l'initiative, je vous rassure, mais c'était un exemple. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner deux exemples concrets qui permettent de l'illustrer. Le premier, c'est, vous avez vu la colère des agriculteurs. Une des raisons de cette colère, c'est qu'on leur impose, comme ils disent, des normes qui ne sont pas imposées à d'autres et qui, d'autres, du coup, sont plus efficients. L'exemple classique qu'on cite, c'est l'atrazine. L'atrazine, c'est un herbicide qui est cancérigène. On est tous d'accord pour dire que c'est cancérigène. Ça crée des malformations chez les nouveau-nés. Et donc, en Europe, depuis plus de 15 ans, on a interdit ce produit, même s'il est évidemment très efficace et très pratique pour les agriculteurs. Mais dans le même temps, on fait un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et l'atrazine est utilisée en Nouvelle-Zélande. Et donc, les gens qui cultivent avec ce produit-là sont plus efficients. Et c'est là que je dis que ceux qui sont moins vertueux sont avantagés, donc moins chers, vu qu'ils peuvent utiliser un produit qui est plus efficace, mais qui pollue et qui crée des problèmes sanitaires. Et ils se mettent en compétition déloyale, quelque part, avec ceux qui ont le critère le plus élevé. Et donc, vous vous rendez bien compte que celui qui a le critère le plus élevé, du coup, il perd. On a la même chose au niveau environnemental. La Commission européenne essaie une avancée extraordinaire, a mis en place des quotas carbone. C'est-à-dire qu'elle dit aux grandes entreprises qui polluent, pollueurs, payeurs. Et donc, si vous émettez des émissions de CO2 dans l'atmosphère qui vont avoir des conséquences, vous devez assumer le coût de ça. Et donc, je vais rendre ces comportements-là moins efficients. Je vais faire un pollueur-payeur pour encourager l'économie, on dit piloter l'économie pour qu'elle devienne plus vertueuse. Mais évidemment, si vous rajoutez des coûts, je prends souvent l'exemple d'une voiture, je vais le faire court, une voiture c'est 8 tonnes de CO2 en moyenne, vous imaginez une taxe carbone de 150 €, 8 fois 150, 1200 €, vous ajoutez 1200 € de coûts. Mais si dans le même temps, en Turquie ou au Mexique, il n'y a pas la taxe carbone, le patron qui est dans une entreprise, qui quelque part, si elle n'est pas régulée, se dit, où est-ce que je vais investir ma prochaine usine de bagnole? Il va l'investir en se disant, là j'ai déjà mis 200 € de frais en moins en Turquie et au Mexique, on prend l'usine de voiture et on l'amène là-bas. On perd deux fois. On perd au niveau emploi, vous comprenez bien qu'on perd les emplois qui se délocalisent, et on perd au niveau environnemental parce qu'on perd notre capacité à orienter justement les entreprises qui sont sur notre territoire pour qu'elles deviennent plus vertueuses. Et on le sait, il suffit de comparer, pour faire une tonne d'acier en Inde, c'est déjà 2 fois plus d'émissions de CO2 que pour faire la même tonne d'acier ici en Belgique. On pollue 2 fois plus en Inde qu'en Belgique pour faire la même tonne d'acier. Et donc quand vous perdez le contrôle de ces entreprises en les amenant ailleurs, eh bien en réalité on pollue plus. Alors ça ne peut pas du tout être notre objectif de délocaliser notre pollution, dire chez nous on est propre, on est net zéro, et on importe de plus en plus d'émissions indirectes, c'est-à-dire qui ont été nécessaires pour fabriquer les produits que l'on apporte. Et donc c'est pour ça que je dis qu'on doit retrouver cette capacité à passer du libre-échange au juste échange. Si on déplace la voiture demain en Turquie, ou l'usine de voitures demain en Turquie et au Mexique, pour des raisons qui sont de compétition loyale, parce qu'ils sont plus efficients que nous, pourquoi pas, mais pas pour des raisons qui poussent à plus polluer ou à ne pas respecter des régimes sanitaires ou des régimes sociaux qui sont corrects. Et donc, à la frontière de l'Europe, et à la dimension de l'Europe, on peut le faire, il faut mettre des vrais mécanismes d'ajustement. Et dire à la voiture qui va rentrer en Europe, ce n'est pas encore le cas, les étapes ont été faites, mais pour l'instant ce n'est pas suffisant, dire à la voiture, si vous aviez construit cette voiture-là en Europe, vous auriez payé les 1200 € dont je vous parlais, et donc vu que vous l'importez en Europe et que je ne veux pas que ça soit un avantage lié à ça, je vous taxe 1200 € et je remets ce qu'on appelle un level playing field, enfin simplement, je veille à ce qu'on joue à 11 contre 11 ou que l'un et l'autre respectent simplement les mêmes règles. Ça, c'est vraiment pour essayer d'expliquer rapidement ce que j'appelle passer du libre-échange au juste échange. On n'est pas du tout contre le commerce international. Le commerce international est important, mais on doit retrouver notre capacité à dire on fait du commerce international, mais selon ces fondements-là, ces bases-là sanitaires, sociales et environnementales qui nous semblent essentielles. Et ça, c'est vraiment travailler globalement
sur le mode de fonctionnement du système, et alors ça devient plus un avantage pour ceux qui sont le moins vertueux. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'était donc, vous vous en souvenez encore, autonomie, donc juste échange. Deuxième point, c'était autonomie. Autonomie, pourquoi? Parce que si vous voulez pouvoir imposer ça, vous devez être en capacité de négocier correctement. Et pour être en capacité de négocier correctement, vous le voyez peut-être avec vos enfants, on a encore, quand ils sont petits, la capacité de leur dire, écoute, t'es privé de dessert, t'es privé de ceci. C'est pas facile pour eux de négocier vraiment. Il y a une limite, à part notre cœur brisé, il y a une limite dans la négociation, le pouvoir de négociation. Or, Xi Jinping et Donald Trump n'ont pas le cœur brisé quand on leur dit, vous êtes méchants avec moi. Donc, eux, notre capacité de négociation, si on dépend d'eux pour manger, pour nous chauffer, pour consommer, pour nous soigner, même pour du paracétamol, enfin du dafalgan ou de l'ibuprofène, on dépend aujourd'hui, on a tout délégué. Pour nous protéger en termes de défense, on a tout délégué. On a délégué notre défense aux Américains, nos usines de paracétamol et d'ibuprofène aux Indiens, nos usines d'iPhone aux Chinois, de batteries aux Chinois, notre énergie au Qatar, au Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous sommes un géant au pied d'argile. Notre capacité de négociation dans le commerce international, elle est proche de zéro. Proche de zéro. On a cru, et je pense que c'est vraiment une erreur, et de tous, moi compris, on a cru avec la chute du mur de Berlin que le monde devenait une grande Union européenne où on pouvait être dépendants les uns des autres. C'est pas grave parce qu'on avait un objectif commun. Ce n'est pas vrai. On a des blocs économiques qui sont en compétition, et dans une compétition, vous ne pouvez pas être dépendant ou créer une dépendance. C'est vrai aussi dans nos entreprises, on le voit. On sait très bien qu'il y a dans les grandes entreprises, il y a une limite. Quand un fournisseur dépasse plus que 10, 20 ou 30% selon le type de produit, on dit attention, il faut que tu démultiplies tes fournisseurs. Ou à l'inverse, si un client devient trop important dans votre portefeuille client, on dit attention, il faut que tu diversifies tes clients, sinon ta capacité de négociation devient trop faible. C'est ce qu'on voit avec la grande distribution parfois et entre autres au niveau des agriculteurs. Donc on doit absolument récupérer cette autonomie. Et vraiment, je donne un exemple par rapport à ça, parce que Xi Jinping le dit clairement. Alors, je ne parle pas chinois, mais si les traductions de ce qu'il me dit sont exactes, il dit « Nous devons encore augmenter la dépendance européenne par rapport à nos produits, comme ça ils seront incapables de prendre la moindre mesure de rétorsion parce que c'est une dépendance complète qu'ils ont par rapport à nous. » Et on le voit avec la voiture électrique. La Commission européenne dit « Il y a un dumping chinois sur les voitures électriques » et il n'y a rien qui se passe. Les Américains ont mis plus 100% de taxes à l'entrée. Alors 100%, à mon avis, c'est un peu exagéré, ça devient du protectionnisme. Mais on devrait rajouter au moins 50% pour rééquilibrer les choses, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai dumping. On n'ose pas le faire. Même les Allemands n'osent pas le faire, parce qu'ils ont une dépendance telle par rapport aux Chinois qu'ils ont très très peur des mesures de rétorsion. Et donc aujourd'hui, on n'a pas encore osé. Depuis octobre, on en parle, on n'a toujours pas osé prendre la moindre mesure. Or, on sait que si une filière s'écroule, une filière industrielle, comme par exemple celle de la voiture, on ne la reconstruira pas. Et donc ça sert à quoi un dumping? Ça veut dire je vends à limite à perte, je détruis une filière, une fois que la filière est détruite, je peux réaugmenter mes coûts, enfin mes prix, pardon, et de toute façon on ne sait plus réagir, parce que recréer une filière de zéro, c'est quasiment impossible, une filière industrielle, c'est quasiment impossible. Et donc c'est vraiment hyper urgent qu'on récupère cette capacité, qu'on réindustrialise l'Europe, qu'on protège suffisamment nos industries, nos agriculteurs, nos consommateurs, etc. Ça, c'était le deuxième point, c'est l'autonomie. Donc vraiment, j'insiste à fond. Et ce qui est lié à ce point-là, c'est la défense. On n'a pas vraiment le temps d'en parler ici, mais on a vraiment besoin aussi de notre autonomie, donc tant au niveau numérique qu'au niveau alimentaire. Donc faisons très attention aux agriculteurs. En plus, cette année-ci, ça va être très, 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 très dur pour les agriculteurs. Ça paraît peut-être loin de l'avenue Parmentier et de l'avenue Orban, mais c'est une vraie réalité et une dépendance alimentaire. On sait que les révolutions arrivent par la dépense alimentaire. Il suffit de lire l'histoire. On sait comment cela fonctionne. Au niveau santé, etc. Mais aussi au niveau défense, je pourrais y revenir, c'est un autre point qu'on pourrait faire, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Troisième point dont je voulais vous parler, c'est un grand plan d'investissement. Ma conviction, c'est que, et en ça j'aime bien les Verts, il faut avoir une ambition forte, entre autres au niveau écologique ou environnemental. Il faut avoir une ambition forte en matière de transition numérique, mais il faut se donner les moyens de cette ambition. Alors je vais donner une première partie avec la logique du juste échange qui est un premier moyen, mais un deuxième moyen, c'est qu'il faut mettre l'argent nécessaire que pour financer les investissements nécessaires pour cette transition. On a de manière structurelle un besoin d'infrastructures beaucoup plus important si on veut être en capacité de réaliser les objectifs justes que l'on s'est fixés. Et c'est un drame si on n'arrive pas à les réaliser parce qu'on va perdre les gens les plus motivés. Et donc nous plaidons pour un plan de 200 milliards d'euros d'investissement pour réussir cette transition. Cet argent qui pourrait
qui pourrait être mobilisé au niveau européen comme il a été ces dernières années. Mais il y a deux choses qui sont pour moi dramatiques dans cette campagne aussi, qui sont nécessaires pour qu'on arrive à avoir peut-être, à convaincre peut-être nos amis allemands ou hollandais de faire ce plan d'investissement de 200 milliards d'euros. C'est qu'il faut que sur nos dépenses courantes, nous nous réinsérons dans une trajectoire d'équilibre. Dire, comme certains partis le disent, et en ça je suis vraiment fâché contre Écolo, parce que autant je suis d'accord sur les objectifs, autant là je ne suis pas d'accord avec eux, et je vous invite à écouter, pour ceux qui aiment bien Arnaud Rossens, qui est selon moi un des meilleurs journalistes, je vous invite à écouter le tournant d'aujourd'hui, le tournant qui est passé à la radio tout à l'heure quand j'étais vers Riguezé, à ce sujet-là, au sujet de la dette. Il dit clairement, et y compris le Conseil supérieur de la santé, où il y a syndicats et patrons, qu'on doit absolument se remettre dans une trajectoire de sérieux budgétaire, que ce n'est pas vrai que l'on peut avoir 5-7% de déficit sans en payer un jour ou l'autre le prix, et que ce n'est que reporter sur les générations suivantes notre incurie, notre incapacité à récupérer des dépenses saines, à faire des choix qui sont difficiles. Et honnêtement, moi, je ne veux pas m'insérer là-dedans. Si je fais de la politique, c'est pour mes enfants et c'est pour les autres. Moi, ma vie, elle est... Voilà, je vous ai dit, j'ai plus de 30 ans que je faisais déjà de la politique, rapidement au niveau communal. Moi, elle est faite, mais on ne peut pas dépenser comme des malades et reporter ça sur les suivants parce qu'ils ne veulent pas. Ça, je suis désolé, moi, ça sera sans moi. Et donc, je pense qu'on doit vraiment être en capacité de se remettre sur une direction qui est plus juste. Alors, ça ne sera pas tout de suite 3%, parce que ça serait trop violent, mais au moins une trajectoire qui reprend du sens. Et aujourd'hui, je suis effrayé de voir que toute une partie du personnel politique dit l'inverse, et on payera ça en termes démocratiques après les élections, parce qu'ils devront revenir là-dessus après les élections, parce que c'est mathématique. Et donc pour moi c'est vraiment grave, parce que c'est faire le lit du populisme, c'est faire le lit de l'extrême droite. Donc il faudra une trajectoire progressiste de retrouver ce sérieux budgétaire en faisant des choix, et des choix qui sont peut-être pas toujours populaires, mais qui ont du sens, parce que on ne peut pas hypothéquer l'avenir sur aujourd'hui. On paye déjà 10 milliards d'euros d'intérêt de la dette. C'est 2 fois plus cher que le chômage, on n'en parle jamais, mais déjà aujourd'hui les intérêts de la dette c'est 2 fois le prix du chômage, et si les intérêts augmentent, ça peut aller très très vite. Il suffit de prendre 1% de taux d'intérêt et c'est encore une fois le coût du chômage qui part simplement à payer aux banques. Donc c'est énorme. Le deuxième point, pour lequel il faut être sérieux, je terminerai par là, donc n'ayez pas peur, je suis presque fini de vous saouler. Deuxième point, c'est que si on a un vrai budget d'investissement, ce budget d'investissement, on doit impérativement l'utiliser pour réellement faire des économies structurelles, par exemple au niveau de la transition énergétique et climatique. On doit arrêter le saupoudrage pour refaire des pavés de la place de Binge ou de Mons ou de Liège. On doit arrêter, on doit choisir quelques projets clairs d'infrastructures structurantes qui nous permettent de faire des économies long terme, et dans ce cadre-là, créer de l'argent ne nous appauvrit pas, créer de l'argent pour faire des investissements qui nous permettent d'économiser des coûts futurs. Globalement, au niveau économique, cela ne nous appauvrit pas. Le bilan Europe ou le bilan Belgique contient une provision pour dettes futures, pour coûts futurs liés entre autres au réchauffement. Remplacer ces coûts futurs par des investissements qui nous permettent de les éviter ou de les diminuer, économiquement cela a du sens, économiquement on peut se battre pour ça, économiquement on peut le faire et on n'appauvrit personne, mais grand Dieu, il faut vraiment l'utiliser pour ça. Et dans ce cadre-là, le fait que l'Europe ait dit que c'était des co-investissements au niveau des nouvelles règles financières, des co-investissements européens pouvaient être sortis du calcul de la dette, etc., peut faire du sens, mais il va falloir se battre pour faire rentrer là-dedans un maximum d'investissements porteurs de sens. Donc, juste échange, autonomie, y compris au niveau de la défense, et une trajectoire responsable, je vais dire, pour être en capacité de faire un plan d'investissement. Ça, je pense que c'est vraiment trois points structurels pour lesquels, en tout cas moi, je vais me battre corps et âme après le 10, si vous me portez la chance de pouvoir me présenter au Parlement européen. Bon, ben écoutez, je vous remercie. Je pensais qu'on allait tout faire en 45 minutes. On a encore tellement de choses à dire et il y a déjà 1 heure qui s'est passée. On a tous les 5 encore plein de choses à dire. On vous propose de nous poser toutes les questions que vous voulez autour d'un petit verre. Et juste pour vous rappeler qu'on est en période électorale, on ne peut pas vous offrir à boire, donc vous mettez ce que vous voulez, 1 euro, 50 centimes dans un verre, et voilà, comme ça, c'est vous qui contribuerez à votre verre. Je vous remercie et on est là pour répondre à toutes vos questions. Et alors je prends encore juste la parole 1 seconde pour vous dire que les jeunes candidats que nous sommes ont mis à votre disposition des affiches, des grandes, des petites,
et des petits flyers où vous allez retrouver nos principales thématiques. N'hésitez pas à vous servir et on est évidemment à votre disposition pour toutes les questions. On vous souhaite un très bon verre de l'amitié et une très bonne fin de journée à tous.